Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui dans ce deuxième numéro de votre émission L'Ultime Conviction. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau M. Malal Almami Talla. Il est artiste-compositeur, il est aussi activiste pour avoir donc été un des membres fondateurs du mouvement Y en a marre. Mais aussi aujourd'hui, Malal Talla fait partie un des plus écoutés chroniqueurs du pays. C'est avec lui donc qu'on va s'entretenir pour ces 30 minutes d'échange. Monsieur Talla, salam alaikum. Maaleykum salam. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Oui, c'est partagé. Monsieur Talla, j'ai bien prononcé le nom. Oui. Malal Almami Talla, c'est ça? Non, Malal Almami Talla. Malal Almami Talla, donc ça, la connotation avec Racine Talla, c'est votre frère et tout. Racine, oui, c'est mon frère. Oui. Ouais. Aujourd'hui, donc, nous sommes venus ici, dans ce jeudi, en tout cas, un jeudi cadre dédié au mouvement hip-hop Guédiawaye. Est-ce que vous pouvez revenir un peu par rapport à cet environnement-là et son origine? Yes. En fait, je voudrais simplement, par humilité, compléter votre présentation. Oui. De ma personne. Oui, allez-y. Je suis... je vous ai entendu dire avoir été membre de Y en a marre. Je suis toujours membre membre fondateur, j'ai dit. Oui, membre fondateur. Voilà. Donc je suis un des membres fondateurs de ce mouvement. J'y suis toujours. Ouais. Je suis également président de l'association Guédiawaye Hip Hop. Vous êtes dans la commune de Wakhinane, plus précisément dans le siège de Guédiawaye Hip Hop. Ici, c'est un centre créé, mis en place par l'association Guédiawaye Hip Hop que je préside, créé en 2010. Mais on a fini les travaux en 2012. C'est un centre qui est créé par Sarenzo Malik Sarr, qui est membre fondateur de Y en a marre, mais également membre fondateur du groupe Bionix. Il est décédé en 2018. En créant cette association, il voulait effectivement qu'on mette en place cet espace pour permettre aux jeunes artistes de la localité d'avoir un espace de rencontre, un espace de formation, un espace de discussion, un espace de performance également. Mais donc c'est une réponse par rapport à ceux qui disent que Malal n'est plus dans la musique, il est plus dans la contestation, il est plus dans l'activisme que dans la musique. Oui, ici c'est un sens, je suis dans la musique. La musique est la locomotive de tout ce que je fais. Je dirais même pas la musique, je dirais la culture hip-hop parce que c'est tout un ensemble. C'est la danse, c'est le rap, c'est le graffiti, c'est le DJing, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'éléments effectivement qui composent cette culture-là. Cette culture, effectivement, on s'appuie sur elle pour pouvoir résoudre des problématiques sociales, économiques, politiques. Donc, à travers la culture hip-hop, nous transmettons la citoyenneté à la nouvelle génération. À travers la culture hip-hop, effectivement, nous essayons ensemble de réfléchir pour apporter des solutions à des problématiques locales. Donc, non seulement en un premier temps, c'est de dire, écoute, dans notre localité, il n'y a absolument rien, il faudrait qu'il y ait quelque chose. Nous avons essayé de mettre en place, avec les moyens du bord, avec des partenaires privés, pour pouvoir construire cet espace qui nous a été confié par la mairie de la commune depuis 2010. Donc en fait, nous sommes là, nous travaillons et donnons la possibilité effectivement aux différents jeunes de la localité, même qui ne sont pas de la localité, de pouvoir se former gratuitement à partir de leur potentiel. C'est-à-dire ils sont rappeurs, ils sont DJ, ils sont compositeurs, ils sont artistes graffeurs, ils sont danseurs. Et tout cela réuni, les jeunes de la banlieue n'ont pas assez de chance effectivement comme dans les autres localités. Je veux parler de Dakar. Et ces activités aussi rencontrent les activités que mène parallèlement peut-être Y en a marre? Non, Guédiawaye Hip Hop est très déconnecté de Y en a marre. Tous les membres de Guédiawaye Hip Hop n'est pas forcément membre de Y en a marre. À Guédiawaye Hip Hop, il n'y a pas de Y en a marriste. Moi, je fais partie des Y en a marristes. Sarenzo en faisait partie, Dominique Goudiaby en fait partie, Gabriel Djakouri en fait partie. Les autres
ne font pas partie de Y'en a marre. Donc il n'y a pas une connexion entre Y'en a marre et Guédiawaye Hip Hop. Mais on peut dire effectivement il y a beaucoup d'aspects de Y'en a marre en lien avec la citoyenneté, la sensibilisation, le reboisement, etc. etc. Le NTS, le nouveau type de la théorie du NTS, effectivement, est quelque chose que Guédiawaye Hip Hop essaie de mettre en pratique parce que nous pensons que c'est une valeur que tous les Sénégalais doivent diffuser, que tous les Sénégalais doivent partager. Nous allons revenir tout à l'heure sur le mouvement Y'en a marre, bien sûr. On reste dans la musique. Yeah. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est là, qui est en train de se démarquer, de tracer une nouvelle ligne, des orientations nouvelles en tout cas. Quelle lecture aujourd'hui faites-vous sur la nouvelle génération qui est en train de percer sur la scène? J'admire excessivement la nouvelle génération. C'est une génération pleine de créativité qui aborde dans la continuité de la philosophie de la culture hip-hop, qui aborde dans la continuité de la philosophie de la culture hip-hop, mais qui a la spécificité de faire le hip-hop autrement. Il s'habille autrement, il parle autrement, il rappe autrement, la musique est composée autrement. Et par cette musique qui est composée autrement, on retrouve aujourd'hui effectivement des choses qui sont en lien, qui sont puisées dans notre patrimoine traditionnel, dans notre folklore. C'est-à-dire quand tu entends le trap, c'est un beat presque, la drill quand tu l'entends c'est presque ternaire, ça un peu rejoint un peu le mbalax et les jeunes que nous avons aujourd'hui qui sont super bien formés un peu partout au Sénégal, je dis, qui sont super bien formés en composition musicale, ils réalisent de très belles œuvres. Et aujourd'hui, le hip-hop sénégalais est un hip-hop effectivement qui n'exclut pas les femmes. Parce qu'il y a eu un moment où les femmes avaient quitté le hip-hop parce que le hip-hop était devenu très masculin. Et puis était un mouvement en fait qui faisait, arrivé à un certain moment, c'était un mouvement qui faisait peur aux femmes. Ouais. Les femmes avaient déserté le hip-hop en tant que public comme en tant qu'artiste. Mais aujourd'hui, grâce à l'ouverture de cette nouvelle génération, effectivement, les femmes reviennent en tant que public, mais les femmes reviennent en tant qu'artistes, en tant qu'actrices dans ce mouvement-là, quoi. Parce que ce mouvement, c'est un mouvement né en fait, c'est un mouvement très ouvert, très démocratique, effectivement. C'est un mouvement très ancré aux réalités sociales. Les jeunes aujourd'hui, je dirais en fait qu'ils ont du génie. Ouais. Ils sont très exigeants, effectivement, dans les productions qu'ils nous proposent. C'est très recherché, c'est qualitatif, c'est cohérent, c'est original. Et maintenant, on pourra dire qu'ils sont moins politiques que les générations précédentes. Être moins politique ne veut pas dire moins engagé aussi? Non. Tout en sachant que le rap, sinon la culture du hip-hop, c'est aussi l'engagement. Oui, la culture hip-hop, c'est un tout. La culture hip-hop suit le slogan Peace, Love, Unity and Having Fun. La paix, l'amour, l'unité et la célébration. Donc en fait, aujourd'hui, ce que fait la nouvelle génération est partie intégrante de la philosophie du hip-hop, c'est dans la célébration. Elle est moins politique. Oui, moins, en fait, même s'ils font, je ne dirais pas qu'il est moins politique, il est même politique parce qu'il le fait à sa manière. Nous peut-être, on le faisait avec des prises de position, avec nos éléments de langage à nous, mais la nouvelle génération aussi a sa façon de parler de la politique, a sa façon de réagir. Maintenant, il ne faut pas que, par exemple, comme beaucoup le font, installer un conflit entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Justement, je vous considère comme étant un trait d'union entre ces deux générations-là. Aujourd'hui, quel est le mérite de l'ancienne génération? Le mérite de l'ancienne génération, c'est-à-dire quand ils sont venus, si on part de 1988, le hip-hop est né dans des moments, dans un contexte d'année blanche, dans un contexte d'ajustement structurel. Beaucoup de jeunes ont quitté l'université. Ouais. Et puis, un an avant, 1988, il y avait aussi la mort de Thomas Sankara qui a suscité un élan de panafricanisme chez certains jeunes. C'est pourquoi, à l'époque, tous les groupes qui étaient nés avaient des noms à charge politique, Positive Black Soul,
qui revendiquait l'identité, la réhabilitation de l'identité culturelle noire, Nulte Rapadio, Black Supreme, PUFRAS qui veut dire Front révolutionnaire organisé pour l'instauration de système sain, BMG, à l'époque c'était Black Movement Gang, nous notre groupe en 94 c'était African Black Roots, donc en fait c'était lié à c'était en fait d'inspiration panafricaine, mais aussi d'inspiration conjoncturelle, parce que les rappeurs avaient envahi l'espace, le hip-hop était devenu un espace de travail pour eux, un travail d'expression, parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans les partis politiques, ni de gauche ni de droite, et que le hip-hop était un outil qui pouvait leur permettre de parler de politique à leur manière. Et ils se sont appropriés cette culture. Et cette génération de Awadi, de Human, de Rapadio, de BMG, quand ils sont arrivés, leur mission était d'abord d'installer le rap, c'était pas difficile. D'implanter. Oui, d'implanter. C'est pourquoi c'est là où est né le mot Mbalahmen. L'expression Mbalahmen est née avec cette génération-là, qui a tout de suite voulu avoir un adversaire pour leur dire, écoutez, nous sommes venus, nous sommes les envahisseurs, nous allons occuper une place et nous allons vous imposer notre façon de nous habiller, notre façon de parler, notre façon de faire de la musique, mais vous allez aussi entendre des textes percutants qui vont prendre part, qui vont être là pour représenter le peuple, quoi. Il y a parmi cette génération qui a révolutionné le mouvement hip-hop sénégalais aussi, le Rapadio, qui aujourd'hui est cité avec... Carrément, ils ont vraiment popularisé. Sans commentaire. Non, surtout avec Tribaro Underground. Rapadio, c'est surtout ce travail avec le rap Wolof. Avec le rap Wolof, mais avec le rap de rue, parce qu'effectivement Rapadio c'est très connecté à la rue, quoi. C'est Grand Dakar, Fass, Médina. Rapadio a mis tout le monde, Rapadio a créé le déclic, parce que paradoxalement le hip-hop au Sénégal n'est pas né dans les ghettos comme aux États-Unis. Le hip-hop est né dans les quartiers résidentiels, parce que c'est eux qui avaient accès aux supports, cassettes vidéo, etc., pour pouvoir regarder les clips de Run DMC, de Public Enemy, etc., etc. Donc ils ont fait le hip-hop à leur manière. Mais quand le Rapadio et le BMG 44 sont arrivés, ils ont aidé à ce que le hip-hop prenne en compte la problématique des quartiers populaires. Dernière question sur la musique. Si aujourd'hui je vous demandais de me citer 5 rappeurs qui ont marqué les générations selon vous? Je dirais Positive Black Soul. Après Positive Black Soul, je dirais aussi BMG 44 qui nous a marqué, qui nous a inspiré, parce que c'est même Matador qui nous a inspiré pour construire ce centre-là. C'est le premier à créer un espace comme ça. Mais je dis que Samba Peuzzi est un artiste qui me marque. Samba Peuzzi, Dip Doundou Guiss, Ngaka Blindé, c'est-à-dire il y a énormément de phénomènes de rappeurs. Nit Doff, c'est-à-dire Kergui Crew, Gaston, Niagas, énormément, et j'en passe, quoi. Ils sont vraiment nombreux, quoi. C'est-à-dire les rappeurs au Sénégal ont véritablement, à travers différentes générations, vraiment fait un travail important en termes d'existence d'abord, de représentation de leur communauté, et puis d'offres de possibilités et d'opportunités aux jeunes. Parce que le Sénégal est un pays avec beaucoup de chômage. Un groupe de rap, c'est une petite entreprise. Un manager, un DJ, un beatmaker, un rappeur, oui, et puis quelqu'un qui peut-être s'occupe de graphisme, etc. etc. Le rap est une solution à l'employabilité. C'est une industrie qui peut englober, en tout cas, beaucoup. Alors, monsieur Malal Talla, on en vient maintenant aux questions politiques. Nous sommes au Sénégal, on est à un peu plus de 100 jours du règne du nouveau régime, notamment dirigé par son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Quelle est la lecture que vous faites de ces 100 jours au pouvoir? Oui, moi je leur donnerai 1 an. Pour moi, 100 jours c'est très prématuré. Pour moi, ils sont en train de prendre leur marque. C'est comme toi, quand tu déménages. Tu habites où? Tu habites Yeumbeul, tu te déplaces, tu vas habiter à Guédiawaye. Les premiers mois, c'est des mois de prise de contact avec le voisinage,
avec la géographie, avec le périmètre, avec la mosquée, avec l'église, avec l'environnement. Oui. Tout ça, c'est ça. Mais est-ce que les démarches qui sont entreprises actuellement Oui, dans moi, le cadre de moi ces enjeux-là? ce que j'ai d'abord aimé, c'est les assises sur la justice auxquelles j'ai participé, le dialogue sur la justice auquel j'ai participé. Et en voyant la diversité des participants qui viennent de tous bords, représentatifs effectivement de toute la société sénégalaise, hein, donc, et les assises et les recommandations qui en sont sorties, je trouve que c'est une très belle démarche. Et j'aime bien le slogan Djoub Djoubal Djoubanti. Parce qu'effectivement, il faut qu'on redresse. Parce que Djoub Djoubal, c'est un idéal. Djoub Djoubal, à mon avis, c'est un idéal. C'est un idéal. Il faut tendre vers la perfection. Il faut tendre vers la transparence, tendre vers effectivement la sobriété, tendre vers l'humilité, tendre effectivement vers servir le peuple. Parce que c'est ce qu'il faut en réalité. On gouverne pour les gouverner. Les gouvernés ont besoin d'être bien gouvernés. Donc celui qui gouverne doit véritablement connaître ce qui se passe et réparer les manquements qu'il y a. Différents présidents sont passés. Aujourd'hui, c'est le moment c'est la présidence de Diomaye, effectivement, qui, effectivement, on a connu avant cette présidence énormément de tensions dans ce pays. Donc, énormément de tensions. La justice a été pointée du doigt. L'immixtion de l'exécutif dans les affaires de la justice ont été également relevées plusieurs fois. Donc, en fait, en réalité... La question de la justice telle qu'elle est en train d'être prise en charge vous a plu dans ces 100 jours? Oui, non, je veux dire, en fait, oui, c'est-à-dire les travaux et les recommandations qui en sont sortis. Oui. Je veux dire, maintenant, on verra par rapport à l'application de ce qui a été dit, ou de ces recommandations. Mais je pense que il ne faut pas laisser seul le gouvernement ou ceux qui ont voté pour Bassirou, la coalition Diomaye, le travail. Le travail, c'est le travail de tout le monde. Il faut que les citoyens se tiennent prêts. Moi, j'ai décidé, quand le citoyen dit que j'ai décidé de sanctionner Macky, parce qu'effectivement, il nous a dirigés avec beaucoup de tension. Il a même failli mener le pays vers le chaos. Maintenant, il faut accompagner le programme pour lequel tu as voté. Accompagner le programme, c'est de dire, écoute, je suis dans le Djoub Djoubal Djoubanti. Je ne salue pas les rues. Je ne salis pas les rues. Je nettoie. Je me comporte comme un bon citoyen, je dénonce la corruption, je fais tel, etc., etc. Tel que vous l'aviez mentionné dans le NTS. Dans le NTS. Pour moi, en fait, il faut jouer la prolongation de son vote. La prolongation de son vote, c'est s'inscrire dans la dynamique, effectivement, du changement. Parce qu'il y a ce que l'État peut et ce que l'État ne peut pas. Il y a ce que les autorités peuvent et ce que les autorités ne peuvent pas. Il faut accompagner les autorités dans cette dynamique. Et je pense jusque-là, je pense qu'ils sont super bien intentionnés. On peut noter peut-être quelques erreurs. Justement, ce qui ne nous a pas tellement plu. Bon, pour moi, il n'aurait pas dû communiquer surtout sur les appels à candidature par rapport au poste de direction. Ce n'était pas nécessaire. Tout gouvernement qui arrive vient avec ses hommes. Maintenant, il faut mettre des hommes qui sont compétents, qui méritent ces postes-là. Je ne dis pas que ceux qui sont à ces postes-là mais ne ça, le c'est méritent les pas. promesses qu'ils avaient tenues avant d'accéder au pouvoir. Très bien, mais je veux dire en fait, ces promesses n'étaient pas nécessaires. Parce que nous tous, nous savons. Aujourd'hui, quand tu as, toi, une entreprise, les premières compétences que tu vas chercher, tu vas les chercher autour de tes amis, autour de ta famille, autour de tes parents. Si tu ne les trouves pas là, tu vas les chercher ailleurs. Donc en fait, il n'y a pas de honte à gouverner avec ces hommes. Mais pourvu que ces hommes
soit capable de faire le travail. C'est aussi simple que ça. Sur ça, le duo Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko, il y a des politiques qui sont en train de dire que parfois il y a même une dualité au sommet de l'État entre ces deux hommes-là, tellement que le Premier ministre parfois occupe l'espace public contre un président qui est un peu en recul. Vous avez cette lecture-là? Oui, c'est la perception qui commence, c'est ce type de perception qui commence à se dégager. Parce que les politiques communiquent autour de ça, à tort ou à raison. Peut-être que c'est fait exprès, mais il faut analyser beaucoup plus sereinement cette affaire-là. Moi, je ne le perçois pas comme ça. Je ne l'aperçois pas comme ça. Je l'aperçois comme une sorte de continuité de la campagne. Parce que la campagne, le slogan était Diomaye Moïse Sonko. Ça, c'est dans la tête de chaque Sénégalais. C'est dans la tête du marchand ambulant. C'est dans la tête de la femme de ménage. C'est dans la tête de l'universitaire. C'est dans la tête de l'étudiant. C'est dans la tête du commerçant. C'est dans la tête de tous les Sénégalais. Et c'est sur cette base-là. Maintenant, les deux personnes, ils n'ont pas ces deux personnalités différentes. Avec des tempéraments différents. Oui, avec des tempéraments différents. Diomaye est peut-être beaucoup plus pondéré, peut-être. Sonko a été beaucoup plus en vue. Et les Sénégalais se disent qu'ils sont redevables de quelque chose à Sonko quand même. Parce qu'effectivement, il est passé par différentes péripéties. Il a vécu des péripéties. Et le président aujourd'hui, est-ce qu'il peut se dire qu'il est redevable par rapport à son Premier ministre? Oui, il peut. Oui. Il n'est qu'un humain, le président. Le président, c'est un statut. C'est une dénomination. Mais il est un être humain. Il se dit, oui, je suis arrivé au pouvoir, oui, par la grâce de Ousmane Sonko. Je suis sorti de prison il y a quelques jours. Et je suis désigné candidat. Ousmane donne consigne de vote. Et si Ousmane n'avait pas donné consigne de vote, maintenant, qu'est-ce que la Constitution dit? Qu'est-ce que la Constitution dit? Si la Constitution, par exemple, les gens veulent dire, d'après ce que je commence à lire dans la presse, c'est comme si en fait, on était à l'époque de Mamadou Dia et de Senghor. C'est pas ça. C'est pas ça. Nous sommes bien dans un régime présidentiel, mais avec un Premier ministre qui est très fort, qui prend les choses en main, etc., qui prend le devant. Et puis, est-ce que globalement, ce qu'il fait, ça crée une obstruction? Est-ce qu'il y a une obstruction par rapport au président? Je ne pense pas. Vous ne le pensiez pas? Ouais, je ne le pense pas. Maintenant, il faut... Parce qu'on dit qu'il fait de l'ombre à Diomaye. On dit qu'il fait de l'ombre que Ousmane Sonko fait de l'ombre à Diomaye. Oui. Mais est-ce que l'objectif d'un président, c'est de chercher à... Est-ce qu'il n'est pas aussi un bouclier justement par rapport au-delà de Diomaye, du régime même? Oui, peut-être que c'est une stratégie, mais en même temps, souvenez-vous, quand Abdoulaye Wade était très visible, on l'a appelé Mornadje. Quand Abdoulaye Wade commençait à aller à Touba, à voyager, à apparaître à la RTS, on a dit Touba tout quitter. C'est des concepts qui sont nés. Oui. Macky aussi, il y a eu des concepts qui ont accompagné sa présidence. Bien sûr. Maintenant, on a besoin effectivement de débats dans la place publique. Mais quel type de débat? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire attention avec beaucoup de choses. Il faut beaucoup faire attention à la manipulation. Est-ce que ce que Sonko est en train de faire est un obstacle au développement du pays? C'est ça la bonne question à se poser. Oui. D'accord. Il y a aussi un débat qui est né ces derniers jours, notamment avec l'Assemblée nationale, un blocus, sinon un choc des institutions, comme l'appellent certains. Certains même ont proposé à ce que l'Assemblée nationale soit dissoute, ou bien même que nous allons vers un référendum tel que l'a proposé certains cadres de passif. D'une manière générale, qu'est-ce que ça vous fait rapidement? Le pays n'appartient pas au cadre de passif, le pays n'appartient pas à l'opposition. Le pays appartient à tous ces Sénégalais et surtout à une grande majorité qui a voté et qui ne se reconnaît dans aucun parti politique.
qui est là pour faire respirer la démocratie. Vous voulez dire quoi par là? Je veux dire, le député, il est certes choisi par son parti politique, mais il est élu par le peuple. Il faut qu'il mette en avant l'intérêt du peuple. Au nom de quoi le Benno Bokk Yakaar chercherait à bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale ou empêcher Ousmane Sonko effectivement à aller à faire sa déclaration normalement. À quoi servirait une motion de censure? Une motion de censure, elle a beaucoup plus de conséquences néfastes pour le fonctionnement des choses, pour tous les Sénégalais, que davantage. Ce sont des règlements de compte politique. politique. Oui, c'est des règlements de compte politique. Il faut, parce que l'Assemblée, ce n'est pas la permanence d'un parti politique. L'Assemblée, c'est le Parlement. C'est les représentants du peuple. C'est les personnes élues par le peuple qui sont à l'Assemblée. Donc ces personnes-là doivent en premier oublier leur parti et mettre en avant le pays. Il faut qu'on mette en avant. Et si maintenant, Ousmane Sonko aussi doit créer les conditions pour aller faire sa déclaration de politique générale. Il ne peut pas fuir ce face-à-face-là. C'est important, ça anime la démocratie. On a besoin de ça parce que aussi lui, face à d'autres ministres, il l'a fait. Il a fait face à des premiers ministres à qui il a savonné. Oui, oui. Maintenant, on aimerait bien nous voir Ousmane Sonko faire soumis à cet exercice-là. On verra ce qu'il vaut devant différentes personnes qui vont lui poser des questions qu'il n'aime pas. Oui. Et surtout qu'il sera dans le camp de la minorité. Oui, c'est ça. Ça, c'est fondamentalement important. Mais maintenant, minorité ou majorité, il faut que les gens mettent en avant le peuple. Moi, je dirais même, j'avais dans un de mes albums en 2012, en 2008 qui est sorti en France, je disais la minuscule matricule gesticule se bouscule, la majuscule retint le gain de la dite molécule retint le gain de la dite molécule pour l'intestin et les testicules. Je disais ça parce qu'en fait, on a une majorité qui est en réalité on a une minorité qui apparaît comme une majorité. C'est un groupuscule de ministres qui dirigent le pays. Quand tu mets par exemple quand tu prends les fonctionnaires, ceux qui sont dans l'administration, ceux qui sont dans les ministères, ceux qui sont dans... Ils ne font pas 1 million. C'est vrai. En fait, et pourtant, c'est eux qui décident de ce qui se passe dans ce pays-là. Et c'est pourquoi c'est une minorité majuscule. Merci. Alors, on va rapidement évacuer certaines questions puisqu'on fait signe que le temps presse un peu. Il y a aussi votre intégration au niveau du Conseil économique, social et environnemental. Oui. Vous avez été nommé au mois de mars, si je ne m'abuse. 18 mars, oui. 18 mars, le décret avait été signé sur les plateaux de télévision, je me rappelle. Vous avez dit que vous n'étiez même pas au courant de la nomination. Oui, je n'étais pas au courant de ma nomination. Je l'ai vu comme tout le monde. Dans les réseaux sociaux, dans le journal officiel, je l'ai vu comme tout le monde. Je me rappelle même, c'est El Hadj Kassé qui m'avait appelé pour me féliciter, pour me dire, mais Malal, félicitations, je lui dis félicitations par rapport à quoi? Il me dit, mais tu es nommé au Conseil économique et social. Et vous avez dit que c'était de la provocation? Oui, j'avais dit que c'était de la provocation. Oui. Et dans une émission à la télé, dans cette même émission, Thérèse Faye m'a dit, écoute, tu penses que c'est une nomination de 4 jours, mais ce n'est pas une nomination de 4 jours. Le Conseil économique et social, c'est une loi constitutionnelle. Donc moi, je ne connaissais absolument rien. Et ça fait même pas 2 mois, j'ai été appelé par la secrétaire générale du Conseil économique et social qui me convoque dans son bureau pour me dire on prépare votre installation. Le nouveau président de la République a signé le décret de votre installation. Donc, je me dis, les choses deviennent sérieuses. J'arrive et je demande, c'est quoi le Conseil économique et social que j'ai tout le temps traité de budgétivore. Ils m'ont expliqué les fonctionnements, les différents, effectivement, c'est quoi d'abord son rôle. Parce que le rôle du Conseil économique et social... Donc, vous avez pris le temps d'aller voir quand même c'est quoi votre mission dans... Oui, je suis allé d'abord comprendre c'est quoi. Oui. D'abord, le Conseil économique et social peut être saisi par le président de la République, par l'Assemblée nationale ou par les ministères, sous la demande, effectivement, sur autorisation
de la présidence. Il y a aussi, il peut s'autosaisir, le conseil peut s'autosaisir. Les citoyens également peuvent saisir le conseil à partir de 5000 pétitions sur des questions effectivement qui sont dans l'ordre de leurs compétences économiques, sociales et environnementales. Maintenant, le 25 dernier, c'était notre installation. Nous avons été installés le 25 juin. Après le 25 juin, le 26 juin, c'était l'élection des présidents de commission. J'ai été élu président de la commission culture, artisanat, tourisme et sport. Et je travaille aussi avec beaucoup de personnes qui sont là-bas. J'ai un mandat de 5 ans parce que ma nomination est statutaire. Il y a différentes catégories de conseillers. Il y a des conseillers qui sont proposés par la société civile, c'est mon cas. Il y a des experts, des gens qui ont des expertises sur des questions bien données, mais il y a également des conseillers qui sont nommés pour 1 an. Et vous ne savez pas jusqu'à présent qu'est-ce qui a motivé votre nomination par l'ancien président? Non, ça je le sais. J'ai été proposé par l'ONG 3D, par Moundiaï Cissé. C'est lui qui m'a proposé au président de la République. À Guédiawaye, parlons-en, puisque vous avez un maire qui est là, le maire Ahmed Aïdara. Quelle appréciation faites-vous sur son travail? Lui, il a au moins plus d'1 an. Oui, la seule chose que je veux dire, les populations de Guédiawaye me demandent de prendre la mairie. Ah oui? Je suis en train d'y réfléchir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se trouve pas dans le travail qui est en train de se faire? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. En fait, ce n'est pas à moi de dire qu'Ahmed Aïdara travaille ou ne travaille pas. Mais vous, en tant que fils de Guédiawaye, quelle analyse vous faites sur le travail d'Ahmed Aïdara aujourd'hui à la mairie de Guédiawaye? Qu'est-ce que le travail? Ahmed est un ami, je ne pourrais pas dire un certain nombre de choses sur lui. Mais si ce n'était pas un ami? C'est vraiment quelqu'un que je connais, je ne pourrais pas dire des propos dégradants à son endroit. Mais je voudrais l'amener à se reposer et prendre sa place. De manière très diplomatique. Alors, vous parliez de la dissolution des institutions budgétivores, vous y êtes toujours? Non, en fait, je n'ai jamais dit que les institutions budgétivores, il faut les dissoudre. Je n'ai jamais dit ça. Oui. Je dis qu'il faudrait les réformer. À mon avis, il y a énormément d'institutions, le Conseil économique, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Toutes ces institutions doivent être revues, réformées. Et puis, pour moi, les institutions en soi, elles ne sont pas mauvaises. Maintenant, leurs missions ont été dévoyées. Il faut rendre aux institutions leur véritable mission. Merci beaucoup. C'est ça. Merci, M. Malatala. C'était un plaisir de le recevoir, mesdames et messieurs, sur ce plateau, dans cette émission Ultime Conviction. C'était notre 2e numéro aujourd'hui. Nous avons tout plaisir, en tout cas, de le recevoir. Vous également, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission L'Ultime Conviction.